Donc voici la présentation du texte Le visage divin des choses. En comparant les tables de matière de la version d'origine avec la traduction française, j'ai bien rigolé. Dans l'original, l'ordre est âme, monde et Eros, soul, world, Eros, mais la version française l'inverse et met Eros en premier. Les Français savent bien où sont les priorités. Ceci se voit aussi dans la beauté de l'image choisie pour la couverture et même le titre, qui est différent. En anglais, c'est A Blue Fire, un feu bleu. On reprend le Blue Fire. Oui, voilà. Mm. Donc, dans la première partie du chapitre intitulée La beauté psychique, Hillman écrit: C'est en étant touché, ému et ouvert par les expériences de l'âme qu'on découvre que ce qui se passe dans l'âme n'est pas seulement intéressant et significatif, nécessaire et acceptable, mais beau, attirant et digne d'amour. Cela explique le thème de notre atelier et la connexion entre la beauté, l'amour ou la tendresse que nous avons évoqué le mois dernier. Le deuxième point est que la formation de l'âme et sa beauté nécessitent d'incorporer la destruction. Aphrodite n'a pas accès à cette forme de beauté. Elle ne peut l'acquérir qu'à travers Psyché, qui doit aller chercher le coffret contenant la beauté de Perséphone. Cette beauté secrète, c'est la connaissance de la mort et des effets de la mort sur toute autre beauté qui ne possède pas cette connaissance. Psyché elle-même doit passer par la mort pour faire l'expérience de la réalité de cette beauté. Dans la deuxième partie, en comparant l'étymologie des mots cosmos et univers, Hillman écrit: Le mode de réponse adéquat au monde en tant qu'univers est de rechercher une explication suffisante. Tandis qu'au monde en tant que cosmos, il s'agit de rechercher une appréciation suffisante, ou, dans la version française, être sensible à sa beauté. Lorsque le cosmos est perçu comme l'ordonnance et l'expression des choses, le cosmos apparaît comme la brillance donnée à voir, la beauté qui témoigne de la présence de l'âme, l'attention qui soutient et, très intéressant, la pathologie qui limite. Il suggère que la vérité est intégrée dans le comportement, où elle est inhérente. Il décrit ce comportement comme étant fidèle, vrai dans sa forme et juste. La vérité et la justice ne se distinguent pas de la beauté. Le prochain point est que la vie animale est intrinsèquement esthétique. Chaque espèce étant définie par ses formes et ornements. L'apparence précède la perception et l'esthétique, enracinée dans la biologique, est une fin en soi. La forme humaine de l'étalage, c'est la rhétorique. C'est essentiel à tout ce qu'on fait. Les girafes et les tigres ont des robes splendides. Nous, nos discours sont magnifiques. Surtout celui de Hillman. Nous n'inventons pas les symbolismes animaux. C'est l'imagination elle-même qui invente les formes animales. Les animaux sont des symboles vivants. Ce sont les animaux qui nous ont appris le symbolisme. Dans l'ombre de l'esthétisme, Hillman explore ce que le saignement, une forme spécifique de blessure, révèle sur la psychologie du puère. Il parle de la vulnérabilité du puère, sa sensibilité à tous les instruments pointus d'agression, sa vérité naïve et confiante. Le sang symbolise aussi la propension du puère à être victime, attirant des agresseurs. Ceci fait partie de son destin, mais elle est aussi liée à son caractère et donc ses complexes. L'amor fati
implique ainsi d'accepter et d'aimer ses propres complexes. Selon Hillman, le héros inversé ne peut pas épancher son propre sang, en partie parce que son saignement est d'une telle beauté. Pourquoi arrêter ce sang d'où naissent des fleurs merveilleuses? Le puère est transfiguré dans la gloire par sa blessure. Tout comme lui, l'esthétisme peut nous protéger même contre la douleur. Il m'en écrit que il existe d'autres souffrances suppurantes et amères, ne conduisant ni à la mort ni à la guérison, servant plutôt de focus à la complexité du psychisme. Dans l'extrait du texte Fonction-sentiment, Hillman explore une autre facette de l'ombre de l'esthétisme. Le sentiment peut aussi devenir trop esthétique lorsqu'on n'aime que pour la beauté ou que les belles femmes ou les beaux hommes. Un attachement exagéré à la beauté exprime un amour embué d'anima et peu différencié. Cette distorsion de l'esthétisme sert aussi à supprimer les sentiments négatifs et rend un homme incapable d'affronter les dures situations de la vie où se trouvent la laideur et la saleté. La dernière partie du chapitre provient de deux extraits du texte La pensée du cœur. Hillman écrit que le psychisme est notre sensibilité esthétique. Ces réactions esthétiques spontanées du cœur, c'est notre âme en train de s'exprimer. Dans le conte d'Éros et Psyché, c'est par sa beauté que nous connaissons Psyché. Ce n'est que plus tard qu'elle fait les corvées, le travail nécessaire à l'âme. Puis Hillman s'étonne que la psychologie de profondeur n'ait pas pris la beauté au sérieux, la réduisant à un symbole. Il écrit: La beauté de Psyché était visible, ressentie, comme Aphrodite se montre nue. La beauté est son essence, elle est la beauté de l'âme. Il ajoute: Si dans notre travail sur le psychisme, nous ne redonnons pas toute la place qu'elle mérite à la beauté, alors l'âme ne pourra jamais se réaliser dans son essence. Nous devons redécouvrir nos propres réactions esthétiques qui ont disparu, notre sens de la beauté. Mais la beauté, selon Hillman, n'est pas celle que l'on comprend habituellement. Il faut qu'on revienne à la vieille notion d'esthésis, sens de la perception, d'où découle l'esthétique. Il explique que nous attendons une révélation dramatique et transformante du monde uniquement parce que nous échouons à percevoir la vérité ou la signification plus profonde dans le monde ordinaire et immédiat qui nous entoure. La beauté est l'âme du monde manifesté. Autrement dit, la beauté est l'expression vivante du monde tel que nous l'expérimentons dans ses formes les plus immédiates et tangibles. Si la beauté est inhérente et essentielle à l'âme, là où il y a de l'âme, il y a donc de la beauté. Toutes les choses ont l'éclat d'Aphrodite lorsqu'elles révèlent leur nature innée. La beauté joue deux rôles essentiels. En premier, la beauté est une nécessité épistémologique. Si le bien, le vrai et l'un n'étaient pas imprégnés de beauté, nous ne pourrions ni les sentir ni les connaître. D'autre part, la beauté est également une nécessité ontologique, ou le fondement du caractère particulier du monde sensible. Avec Aphrodite influençant notre philosophie, chaque événement porte son propre sourire et apparaît sous une forme, une mode, un style particulier. L'organe qui perçoit ces figures est le cœur. C'est la pensée du cœur qui anime le monde,
lui donne une âme. Les phénomènes trouvent leur salut dans l'anima mundi, dans leur âme propre et en nous, lorsque le charme même de l'image nous coupe le souffle, nous fait pousser un cri d'émerveillement ou de reconnaissance. Dans la dernière partie du texte, Hillman compare la modernité à un désert, conséquence d'un cœur anesthétique, qui n'a aucune réaction devant ce qui lui fait face, transformant en une chose monotone la face du monde si variée, si sensuelle. S'appuyant sur une légende où les lionceaux naissent morts-nés et doivent être éveillés à la vie par un rugissement, il nous appelle à raviver notre passion. Ce qui est passif, immobile, léthargique dans le cœur, crée un désert qui ne peut être soigné que par notre parent intérieur, qui montre son souci de nous réveiller par un rugissement. Mais nous n'osons pas rugir. Nous laissons les lionceaux dormir en paix devant la télé. Et le cœur rempli de son propre souffle coagulé est devenu un animal dans sa tanière, préparant son attaque, l'infarctus. Hmm. Hillman souligne que la pensée du cœur ne va pas de soi. Au contraire, le cœur doit être stimulé et excité. Plus nous sommes dans le désert, plus nous devons être en colère. Une colère qui est amour. Ce sont les passions de l'âme qui rendent le désert habitable.